Et donc, dans cette communication, je voudrais aborder une question importante dans les mémoires polynésiennes sur la période du CEP, qui est la phase d'installation du CEP. À partir du moment où les autorités, le gouvernement décident l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie en 1962, jusqu'en 1966, date du premier essai. Dans les mémoires collectives, on tente à considérer, et pas forcément à tort, que c'est un moment de rupture dans l'histoire du territoire, avec l'irruption d'une modernité soudaine qui induirait une transformation en profondeur de la culture, de l'économie de la société polynésienne. Alors, pas forcément à tort, puisque beaucoup de choses changent avec l'installation du CEP. On a pu souligner malgré tout que la Polynésie n'était pas restée à l'écart de la modernité auparavant. L'aéroport s'était déjà installé depuis la fin des années 50. Le salariat n'était pas inconnu en Polynésie française, que ce soit à la faveur des mines de Balcatea ou de la migration vers la Calédonie pour travailler notamment dans le nickel. Donc il y a rupture, mais une rupture qui n'est pas totale. Et donc, dans cette communication-là, donc, je voudrais m'attarder sur cette période pour évoquer un point essentiel, puisque finalement, en un quart d'heure, 20 minutes, on ne peut pas apporter tous les points, mais un point qui est essentiel, qui est la question des contestations euh, locales, et notamment des contestations des milieux politiques locaux. Puisque c'est l'une des convictions qui a guidé notre travail, qui est de dire que les Polynésiens ne sont pas restés inactifs face à l'installation du CEP. Ils avaient leurs propres agendas, leurs propres objectifs, et ils ont essayé de mener ces objectifs en fonction justement des contraintes qui pouvaient se poser à eux, des opportunités également qui pouvaient se poser à eux. Donc ces agendas pouvaient être justement de profiter des opportunités économiques créées par le CEP, ou d'autres, au contraire, tenter de s'y opposer. Donc de manière infructueuse, puisque le CEP a fini par entrer en fonctionnement, mais malgré tout, c'est pour ne pas limiter les Polynésiens à un simple rôle de spectateur d'une histoire qui se ferait sans eux, qui serait, à mon sens, une erreur totale de perspective. Et donc, dès lors qu'on parle de la question de l'opposition à l'installation du CEP, il y a évidemment, et ce sera le premier point que je voudrais aborder ici, la question des liens éventuels entre ce qui est bien convenu d'appeler l'affaire Pouvana, d'une part, et l'installation du CEP. Puisque à plusieurs moments dans l'histoire récente de la Polynésie, c'est surtout quelque chose qui a été évoqué à partir des années 2000, à plusieurs moments, donc, il a été émis l'idée que l'affaire Pouvana de 1958 serait liée au CEP et que si Pouvana avait été arrêté en 1958, c'est justement pour désarmer une résistance prévisible des Polynésiens face donc à l'installation d'un centre d'essai nucléaire. Ce qu'il faut souligner, c'est que les recherches menées de longue date montrent que cette hypothèse ne tient pas, que l'affaire Pouvana n'est pas liée aux essais nucléaires, mais à d'autres considérations politiques. Et je vais le développer en quelques mots. Donc, rappelons quelques repères chronologiques simples pour commencer. Donc, le Rassemblement démocratique des populations polynésiennes, enfin tahitiennes, pardon, tahitiennes, est créé en 1949. Et son leader est Pouvana Opa, élu député en 1949 et qui devient en 1957 chef de l'exécutif local en qualité de vice-président du conseil de gouvernement, grâce au statut résultant de la loi cadre de fer. S'ensuit l'année 1958, qui est une année d'extrême tension politique à l'échelle française, métropolitaine, mais également à l'échelle locale. Je pense notamment aux questions fiscales qui entraînent d'énormes tensions sur place. Et donc, sur place, ces tensions, elles trouvent leur apogée donc, en octobre 1958 avec l'arrestation, puis donc, le procès de Pouvana Opa qui conduit à son emprisonnement en France, puis à sa mise son assignation à la résidence en métropole, ce qu'il tiendra à l'écart du territoire jusqu'en 1968 et donc à l'écart de la vie politique jusqu'en 1971, date de son élection en tant que sénateur de la Polynésie française. Donc,
comme je l'ai dit, récemment a émergé l'idée qu'il y aurait un lien direct, un lien de cause à effet entre la condamnation de Pouvana, qui est une condamnation qui, rappelons-le, et on le rappellera encore, est une condamnation sous des faux motifs. On a accusé Pouvana de vouloir fomenter des émeutes et un incendie de Papeete. Ce sont des choses qui n'ont pas été avérées. Mais donc l'idée d'un lien entre l'affaire Pouvana et le CEP, par exemple, est évoquée par Jean-Baptiste Serran Jérusalemi en 2009, par exemple, où je cite, et Pouvana a trinqué dans tout cela, il a été éloigné pour justement ne pas pouvoir s'opposer à ces essais nucléaires. Donc c'est quelque chose qui a été récemment évoqué, par exemple dans l'Élu du peuple, c'est une hypothèse donc le documentaire qui a été couronné par le prix du public au FIFO, c'est une hypothèse également qui a été évoquée. Soulignons que, y compris en Polynésie, c'est une hypothèse qui n'est pas partagée par l'ensemble des acteurs, y compris par des acteurs qui sont des opposants historiques aux essais nucléaires. Je pense par exemple à Oscar Temaru, qui souligne bien que, selon lui, les causes de l'arrestation injuste de Pouvana ne sont pas recherchées dans les essais nucléaires. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, en 1958, c'est une instrumentalisation menée par l'administration locale, gouverneur, le pouvoir à Paris, sein du mystère des Dom-Tom, et les opposants politiques sur Tahiti. Et c'est la conjonction de ces trois oppositions qui ont entraîné l'arrestation de Pouvana, dans un contexte où il y avait une reprise en main impériale de la part du gouvernement dans le cadre de l'avènement de la Ve République. Soulignons d'ailleurs sur ces questions-là que cette thèse du lien avec le CEP n'est pas évoquée par Pouvana lui-même, qui, dans les années 70, lorsqu'il retrouve son siège de sénateur, s'efforce de faire reconnaître que sa condamnation était injuste, et à aucun moment, dans les arguments qu'il mobilise, il n'évoque le CEP, alors qu'il était par ailleurs un opposant au CEP. Cette question n'est pas non plus évoquée par Noël Hilary ou par Alfred Grand. Donc, il y a de fait là tout simplement un anachronisme, puisque le CEP est postérieur à cette affaire Pouvana. Et l'affaire Pouvana illustre avant tout la crainte d'une partie de l'élite politique et de l'administration d'un renforcement d'une force autonomiste, voire indépendantiste, dans un contexte de décolonisation, et donc évolution qu'une partie de l'élite politique et surtout de l'administration ne désirait pas. À ce titre, on peut faire d'ailleurs un parallèle avec ce qui se passe en Polynésie à ce moment-là et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie au même moment, où on a la même reprise en main statutaire qui survient avec la suppression du poste de vice-président du Conseil du gouvernement, et un peu plus tard, la condamnation du député Maurice Lenormand à une peine d'inéligibilité en 1964, ce qui le tient à l'écart de la vie politique pour un temps. Donc, il n'y a pas de lien entre l'affaire Pouvana de 1958 et l'installation du CEP. En revanche, le lien qu'on peut établir, c'est que une fois la décision prise d'installer le CEP en 1962, une fois que celle-ci est rendue officielle en 1963, il y a de la part notamment de l'administration l'idée qu'il serait particulièrement malvenu de permettre le retour de Pouvana sur le sol polynésien. Et donc, c'est dans les années 60 que finalement la présence du CEP a probablement expliqué le fait qu'il soit si long pour Pouvana d'obtenir l'autorisation de rentrer en Polynésie française. C'est par exemple, je peux appuyer là-dessus sur un rapport du gouverneur de 1963 qui évoque, je cite, donc l'inopportunité de permettre le retour de Pouvana en Polynésie en raison de l'installation à venir du CEP. C'est un rapport qu'on peut trouver par exemple au SPA, dans le fonds du gouvernement. C'est une note du gouverneur Grimald au ministère des Dom-Tom qui date du 15 janvier 1963. Donc c'est là éventuellement qu'on peut faire un lien entre les deux affaires. Donc, Pouvana ne saurait être considéré comme victime directe du CEP. N'est pas non plus l'âme de la contestation de son installation, puisqu'il était en métropole. Par contre, et c'est le deuxième point que je voudrais évoquer, il est évident et il est clair qu'on a, dans les années 60, à partir de 1963 essentiellement, donc des élus et des acteurs qui essayent de faire revenir l'État sur sa décision.
ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de cette opposition ou de ces réticences sont assez divers. Le sénateur Copenrad, par exemple, exprime à nombreuses reprises, à partir de 1962, ses craintes quant à l'installation du CEP en Polynésie et demande à plusieurs reprises au gouvernement de revenir sur sa décision pour installer, par exemple, le CEP dans les îles Kerguelen, en soulignant que là, il n'y aurait pas de risque pour la population, notamment de risques environnementaux et sanitaires. Alors, comment se passent ces oppositions? La première chose qu'il faut souligner, c'est la difficulté d'accès aux informations. On traite là d'affaires militaires sensibles, couvertes par le secret défense, dans une période en plus où c'est l'évidence, eh bien, la circulation de l'information est beaucoup plus difficile. En métropole, déjà, il est difficile d'avoir des informations précises sur la question des essais nucléaires. En Polynésie, c'est d'autant plus le cas. Mais donc, malgré tout, malgré ces contraintes structurelles, il y a donc une recherche d'informations contradictoires. C'est par exemple en 1965, le conseiller Pierre Hunter, un conseiller à l'Assemblée territoriale, membre du REAIA, qui convie, je cite, un certain Lombard, c'est comme ça que c'est évoqué dans les rapports qui se trouvent là encore dans le fond du gouverneur. Donc, il le convie à une réunion du parti, du RAIA, pour faire un exposé sur les conséquences sanitaires des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et faire donc le lien avec les dangers des futures expérimentations. Ils sont évoqués, par exemple, la contamination des pêcheurs japonais dans le cadre de l'essai Castle Bravo de 1954. Donc, il y a un accès à l'information qui se fait notamment par la presse magazine, puisque c'est un numéro spécial de l'Express qui est utilisé comme support d'information pour tout cela. Dans le même ordre d'idée, John Tereki, alors député du territoire, fait distribuer en Polynésie plusieurs exemplaires de La menace radioactive, qui est un livre publié par Antoinette Pirie, qui est une biochimiste anglaise qui est engagée dans la Campaign for Nuclear Disarmament et qui donne toute une série d'informations sur les dangers, notamment environnementaux et sanitaires dus aux essais. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est combien ces acteurs polynésiens désireux de contester le centre d'expérimentation du Pacifique ne restent pas passifs. Et grosso modo, à partir de cette recherche d'information, il y a 3 séries de critiques qui sont émises contre cette décision. La première critique, c'est que le CEP déstabilisera la société, la culture et l'économie polynésienne. C'est par exemple ce que dit John Tereki dans une intervention à l'Assemblée nationale qui date de novembre 1963, qui considère que l'installation du CEP conduira à l'abandon du COPRA, de l'ANACRE et à l'échec de l'installation d'une économie touristique dans les Tuamotu. Et je cite là John Tereki, « Le Polynésien, demeuré jusqu'ici solidement implanté sur sa terre et ses lagons, se verra déraciné parce que l'attrait d'un gain assuré l'attirera sur les chantiers militaires ou aux environs des bases navales et aériennes. La prolétarisation de la population sera accélérée, des bidonvilles apparaîtront où les Polynésiens achèveront de s'abrutir avant de disparaître. » Faisant là ici, John Tereki faisant aussi référence beaucoup à ce qu'on peut observer à Hawaï à cette même période. Deuxième série de critiques, c'est que les Polynésiens n'ont pas été consultés sur la question de l'installation du CEP, ce qui effectivement est totalement le cas. Le gouvernement considérait que s'agissait d'une question d'intérêt supérieur de la nation, d'intérêt général, et qu'à ce titre, les oppositions locales n'avaient pas voix au chapitre. Et plusieurs acteurs en Polynésie soulignent qu'au contraire, il faudrait les consulter. C'est par exemple le pasteur Jean Adnet qui réclame l'ouverture d'une enquête Komodo et Inkomodo, qui est un type d'enquête pour consulter la population lorsque des installations insalubres ou dangereuses se mettent en place. Les populations, là, à ce moment-là, dans ces cadres-là, peuvent écrire leur avis sur un registre d'enquête, sans que cela n'induise dans les procédures Komodo et Inkomodo que l'avis des populations soit suivi. Mais au moins, elles sont autorisées à s'exprimer. John Tereki, lui aussi, souligne à plusieurs reprises que les Polynésiens ont été invités à plusieurs reprises dès le début de la Ve République à se prononcer par référendum constitutionnel de 58 par exemple, ou référendum sur l'Algérie en 61 et 62, et que dès lors, pourquoi ne pas les consulter par référendum sur quelque chose qui les concernerait directement? Troisième volet de critique,
qui me semblent également intéressantes parce qu'elles sont particulièrement opportunes et précises. C'est la mise en cause des risques environnementaux et sanitaires. Comme j'ai souligné à un moment donné, les acteurs sont conscients de vivre dans un espace, le Pacifique, qui a déjà été nucléarisé via Hiroshima et Nagasaki, voire via les essais américains et britanniques. Et donc, ils ne partent pas de rien dans leur réflexion sur ces risques. Et donc, grâce à une mobilisation de la documentation nécessaire, eh bien, il y a une mise en avant notamment des spécificités de l'environnement polynésien qui font que eh bien, la maîtrise de la circulation des radioéléments ne pourra pas se faire de la même manière qu'elle pourrait se faire dans d'autres espaces. Si je cite John Tehariki là, dans une intervention, là encore à l'Assemblée nationale en 1963, comment en effet peut-on prétendre que ces explosions atomiques aériennes et sous-marines produiront au cœur du Pacifique les mêmes effets que des explosions souterraines au centre du Sahara? Comment surtout prétendre que les dangers d'irradiation et de contamination soient les mêmes dans le milieu saharien et le milieu polynésien? Au Sahara, les retombées radioactives se posaient sur un sol totalement improductif en matière alimentaire et les poussières restaient là où elles étaient tombées. Alors, ce qui n'est que très partiellement vrai puisque le vent fait circuler les radioéléments, mais en tout cas, John Tehariki, il n'en sert pas de même dans le Pacifique, où il souligne par exemple des évidences pour les Polynésiens, mais qui n'étaient pas forcément pour les personnes en charge d'installation du CEP, c'est que on ne peut pas surveiller efficacement la circulation des poissons dans le Pacifique. Et donc, il y a des risques notamment de contamination des chaînes alimentaires et qu'il sera impossible de contrôler. Il est souligné notamment par John Tehariki qu'il sera impossible, en dehors éventuellement des marchés de Papeete et d'Uturoa, il sera impossible de contrôler ce qui sera consommé par les Polynésiens qui pêcheront tout simplement dans le lagon comme ils le faisaient depuis toujours ou presque. Donc vous voyez, trois types de contestation, enfin trois arguments de contestation: économique et sociale d'une part, sanitaire d'autre part, et un argument plus politique sur le fait que la population polynésienne n'est pas consultée et que, de fait, le CEP est imposé au territoire. Donc, bien évidemment, on connaît la suite de l'histoire. Ces contestations initiales ne conduisent pas à la remise en cause de la décision d'installer le CEP. Et de la part des autorités, le choix sera fait de laisser un peu de marge de manœuvre à la classe politique polynésienne, plutôt de discussion sur les modalités d'application de la décision, sur où placer, sur notamment la gestion des relations dans la vie quotidienne avec les militaires, par exemple. Donc, il y aura une marge de manœuvre limitée, des discussions qui seront extrêmement asymétriques, ce qui finalement est le cas dans un territoire qui demeure à cette époque en situation coloniale. Mais toujours est-il qu'il y a eu ces contestations, il y a eu donc de la part des Polynésiens la volonté de faire valoir leur point de vue et de le souligner à la fois par une connaissance fine de l'environnement de leur territoire, mais en mobilisant également une documentation scientifique la plus à jour possible vu les conditions de l'époque, et sont des points qu'il faut, à mon sens, souligner pour avoir une vision la plus complète possible de l'histoire du CEP. Je vous remercie pour votre attention. Et là encore, donc, si jamais une volonté d'échanger avec moi survenait, n'hésitez pas à me contacter par mail.